Bon après-midi, fidèles téléspectateurs, contente de vous retrouver en ce jour après un jour d'absence. On le sait tous, hier donc c'était un jour férié chômé lorsqu'on célébrait donc la fête de fin de jeûne du Ramadan l'Aïd Moubarak. Je crois que j'y arrive et on continue de souhaiter justement bonne fête à tous ces vaillants musulmans qui ont donc parcouru avec sérénité ces 29 jours de jeûne sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire notre travail seulement, notre travail qui est de vous informer grâce aux parutions des journaux de cet après-midi. Et du coup, nous allons donc faire un tour du côté des kiosques pour vous mettre au même niveau d'information pour tous ceux-là qui ont manqué la revue de presse lors de la CAM matinale ce matin. Ils auront donc l'occasion de se rattraper, mais pas seulement de se rattraper, mais d'avoir une information un peu plus en profondeur, un peu détaillée donc de ces différents sujets abordés par nos confrères de la presse écrite. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, on est jusqu'à ce jour jeudi, nous sommes à 4 dans féminicide, tout simplement, je ne vais pas dire féminicide, mais nous sommes à 4 parricides qui ont déjà frappé la Seine sur toute l'étendue du territoire national. On se souvient de l'incident du côté de Garoua, l'autre à Bafoussam, à Garoua, c'était 2 fois, et cette fois-ci, c'est Yaoundé, fidèle téléspectateur, un jeune homme qui aurait, ou tout simplement, qui a donc décidé de mettre fin à la vie de sa maman d'une manière des plus atroces. Nous revenons pour en parler, pour comprendre le mobile de cet agissement, mais surtout savoir ce qu'il est question de faire pour éviter que de tels actes ne se poursuivent dans notre société. Fidèle téléspectateur, vous êtes la bienvenue une fois de plus, installez-vous confortablement. Notre émission se poursuit et pour planter le décor, pourquoi pas reconnaître la présence de mes invités sur ce plateau. Je vais commencer par le révérend Paul Thomas Pondi qui est donc déjà installé sur ce plateau. Il est missionnaire sans frontières, coordonnateur Afrique. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je salue tous les Africains qui nous regardent. Et je salue toutes les personnes éprises de paix et d'amour, éparpillées dans le monde. Et je suis tellement choqué ce matin parce que il m'a été rapporté encore un drame. Un jeune homme qui vendait des fruits au marché d'une Fundi, là où il garait son pouce. C'est le monsieur là qui m'a raconté l'histoire. Il est allé avec ses amis. Ils l'ont fait boire beaucoup d'alcool. Il a ingurgité beaucoup de litres d'alcool, paraît-il. Après, ils l'ont entraîné dans la brousse, ils l'ont sodomisé, ils l'ont détruit complètement derrière, bousillé complètement. Et après cet acte odieux, le jeune homme a pris le téléphone et il a appelé sa sœur pour lui dire qu'il devait mourir. Il devait mourir. Il a raconté la scène dans le groupe qu'il a entraîné dans cette cuite de boissons enivrantes. Il y avait un de ses cousins. Sa sœur lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte les faits. Il dit, je vais mourir. Parce que là où je suis, il y a une voix qui parle à l'intérieur de moi et qui me dit que je dois donner ma maman. Je dois donner ma maman, je n'ai pas de maman à donner. Sa sœur a essayé de le remonter, il a envoyé le message par téléphone, et puis elle n'a pas réussi à le stabiliser. Il était tellement dans ces états, c'est pour ça que nous dénonçons encore une fois de plus ces faits. Il n'y a pas d'amour entre un homme et un homme. Ça, c'est le diable. Il faut le savoir. Le Dieu incréé ne connaît pas ces choses. Voilà donc que ce bon monsieur est rentré sous un camion et s'est fait éclater. Sa sœur est incontrôlable actuellement. On ne peut pas la gérer parce que son frère n'était pas malade. C'est un de ses cousins qui l'entraîne à boire. Il l'entraîne dans une brousse et ils le détruisent complètement. Et après, une voix commence à parler à l'intérieur de lui. Donne ta maman. Donc, ces choses-là, c'est Satan qui les gère, c'est Satan qui les crée.
Il n'y a pas d'amour entre un homme et un homme. Il faudrait que cela se sache dans le monde entier. C'est pour ça que Dieu nous a investis pour dénoncer. Si un homme se présente comme étant un serviteur de Dieu, demandant à un homme de coucher avec un autre homme, sachez que c'est le diable en personne, c'est l'antéchrist. Voilà que ce jeune homme, on a raclé ses restes. On a raclé pour avoir encore quelque chose pour présenter au niveau des obsèques, ou je ne sais pas, ou enterrer. Mais il n'était pas malade. C'est là où il gardait son pouce. Le monsieur me dit, voilà là où il gardait, voilà son pouce. Mais il meurt parce que les hommes l'ont violé. C'est les femmes qui sont faites pour ça. Le Dieu a créé la femme pour l'acte sexuel. Il faudrait que les gens le sachent et prennent conscience d'arrêter avec la mort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que c'est assez triste. C'est une page triste ou tout simplement un après-midi triste parce que au regard de la thématique qui sera donc abordée également dans cette émission, cette thématique centrale, il faudrait dire qu'il y a de quoi frapper du poing sur la table pour que ces choses puissent s'arrêter. Ces jeunes qui s'adonnent à beaucoup de pratiques qui n'honorent pas et qui ne sont pas dignes d'être citées. Dans tous les cas, mon révérend, on compatit justement et peut-être on aura l'occasion d'en parler davantage vers la deuxième partie de ce programme. Sur ce plateau, on a également Martial Obiona qui est donc le directeur de l'information du journal Conjoncture économique. Bienvenue sur ce plateau. Merci Claudia, c'est toujours un plaisir que de répondre à l'invitation de CAM10 dans le cadre du programme On refait la presse. Je salue également les panélistes et ceux sur le plateau. Je voudrais, avec votre permission, bien évidemment, souhaiter ici un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice de ce programme. C'est ma maman. Wow. C'est madame... C'est madame Agnosa Ngosso, épouse Begeni Abeke, qui a eu 63 ans. Hier, et nous avons coupé le gâteau du côté d'Odia. Donc, une fois de plus, maman, je sais que tu es en train de me regarder. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à maman Obiona, moi je vais dire comme ça. Non, c'est madame... Ok, madame, mais c'est la maman... Madame Begeni Abeke. Okay, elle est juste ma génitrice, mais pas mon épouse. Mais c'est maman. Ok, dans tous les cas, maman Begeni. Joyeux anniversaire à toi. Merci également pour le don d'un fidèle panéliste pour l'émission. On refait la presse. Dans tous les cas, toutes les bénédictions sont donc envoyées de ton côté. Peut-être on va faire partie de la coupure du gâteau, je ne sais pas. Ça va, on va voir un remix, d'accord. Donc on va poursuivre sur ce plateau puisqu'on a plusieurs visages pour aborder les différentes thématiques. On va présenter un autre visage. Il s'agit donc de Thierry Zoua qui est donc entrepreneur chargé de recherche au Minresi. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Claudia, bonjour aux compagnonnistes. Merci une fois de plus de m'avoir invité ce matin. Je suis très heureux de retrouver mes amis, déjà, Alain, après son voyage en Russie. Je suis très heureux de vous retrouver intact ce matin et je salue tous les téléspectateurs de CAM10. Merci encore de m'avoir invité. Et d'accord, le plaisir est partagé. Donc, on termine avec Alden Gatchou, puisqu'on a déjà trahi. C'est lui le prochain, le dernier visage sur ce plateau. Il s'agit d'Alden Gatchou, je vais dire le voyageur, je ne sais pas. Mais il est chargé de communication de beaucoup de choses. Bienvenue sur ce plateau. Merci Claudia, c'est un plaisir pour moi de reprendre présent lorsque l'actualité se pose avec acuité et de donner ma modeste contribution. Bon après-midi aux panélistes qui sont là confortablement. C'est d'abord mes confrères, le directeur de l'information qui est là, le chercheur Thierry Zoua et puis le pasteur. Bon après-midi à eux. Vous me permettez, puisque l'occasion s'y prête, de dire bon après-midi. Parce que quand j'ai parlé du chercheur de Thierry Zoua, c'est l'occasion pour moi de dire bon après-midi à également une spécialiste de la recherche qui est également du côté du Minresi, qui a contribué à bâtir l'homme de société que je suis, Animatida Kamta. Bon après-midi. C'est ma collègue. Du côté du Minresi. Et puis je me permets de dire bon après-midi à la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, au lendemain de la fête du Eid Moubarak. Bonne fête une fois de plus à la communauté musulmane. J'ose croire que c'est sur toute la semaine.
Dans tous les cas, lorsqu'on les voit, on les reconnaît. Merci pour votre présence sur ce plateau. Et puisque nous sommes donc, tout a été dit, on a introduit, on a présenté les invités, à tout de suite pour entrer en kiosque. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, vous êtes là, bienvenue. On refait la presse, votre émission, votre magazine d'actualité, d'information est là pour vous. Si on faisait un tour dans les kiosques ce matin pour donc dérouler les différentes informations choisies sur ce plateau, on va commencer avec Mutation de Serge-Alain Boyomo qui, en sa grande une, pointe sur les universités d'État et le journal de titrer le tiercé gagnant. Portrait des recteurs de Yaoundé 1, Yaoundé 2 et Bertois nouvellement nommé. C'est à retrouver en page 6 et 7 du journal Info Matin, le quotidien Info Matin. Ce matin nous parle de l'envolée du prix du cacao. Laurent Gbagbo magnifie Paul Biya, nous dit le journal Info Matin. De ce jour, l'ex-président ivoirien, visiblement déjà en campagne électorale, aura lors d'un meeting ce 6 avril à Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnébi et Taïssa, loué les réformes du chef de l'État camerounais dont le pays atteint un record inédit et exceptionnel du coût du kilogramme de la fève, 5000 francs CFA. À l'opposé des autres pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, le produit se vend seulement à 1500 francs. Une véritable misère, s'est-il indigné donc dans son meeting, et c'est à retrouver en page 3 du journal. Assistance aux réfugiés, le risque qui pèse sur 222 000 personnes, nous informe le journal Le Quotidien Émergence en kiosque ce matin, et en page 3 vous avez l'information, mais alors toute l'information sur cette assistance aux réfugiés. L'Aigle du Sahel pointe sur le maillot d'Anaï. Le FSNC charme les populations avec l'eau potable dans les villages. C'est donc une titraille qui nous est proposée par ce journal et à retrouver donc en kiosque ce matin. La République ne s'éloigne pas de cette bonne nouvelle. Optimisation de la production de l'hydroélectricité au Cameroun. EDC dévoile le potentiel hydroélectrique de la Sanaga. En présence donc de son directeur général, le docteur Théodore Sangou, l'atelier de restitution des résultats du PADS présidé le 1er avril dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Ilundu Essomba a permis à Electricity Development Corporation, responsable du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga, de présenter le trésor énergétique du bassin de la Sanaga, estimé par la dite étude à plus de 10 000 mégawatts à développer. Le journal revient en profondeur dans ses colonnes. Conjoncture économique et en kiosque ce matin, il pointe sur le patronat camerounais, la nouvelle ère, au journal donc de titrer en nous informant que élu à 98,18% des voix le 9 avril 2024 du groupement des entreprises du Cameroun GECAM, Célestin Tawamba, seul candidat en course, a présenté au chef d'entreprise la feuille de route qui va établir de nouvelles règles pour un patronat camerounais plus fort, nous relate donc le journal en page 3. Catastrophe naturelle à Bankim. Le maire va rencontrer le Minat après l'incendie ayant détruit tout le marché. De violentes tornades ont ravagé de nombreuses maisons ces derniers jours suite à la médiation du ministre Mohamedou Mustafa. Le maire de Bankim va donc rencontrer le ministre Atangadi après le Ramadan pour une
indemnisation des populations sinistrées. On poursuit avec, on poursuit en société, cette fois-ci c'est avec le journal de Carole Tamba. Il s'agit du drapeau. Le drapeau en kiosque ce matin pointe sur le meurtre de Sylvie Ngonyebel. Le fils de la journaliste est le principal suspect, nous informe le journal qui relate que Bateng Yebel Landry est le principal suspect du meurtre de Sylvie Luisette Ngonyebel, une célèbre journaliste de la ville de Yaoundé. Le crime aurait été précédé d'une violente dispute entre la victime et son fils. Le suspect, qui aurait avoué son forfait, est également impliqué dans le meurtre de sa grand-mère, nous apprend le journal. L'information est relayée par les preuves en kiosque ce matin. En sa seconde une, nous parle de Yaoundé. La journaliste Sylvie Luisette Ngoyebel Fongan, abattue par son fils. Selon les sources de la gendarmerie nationale qui mène les enquêtes, Madame Fonga aurait été assassinée la nuit du 9 avril 2024 par son propre fils, le nommé Landry Batek Niebel, secrétaire d'administration sorti récemment de l'ENAM. Il s'est querellé avec sa maman avant de poser l'acte horrible au quartier Damas. Landry a donc étouffé sa maman avant de la sectionner à l'aide d'une scie, nous dit le journal. Entrons en sport avec Cameroun Tribune qui, pour ouvrir le bal, parle des lions indomptables, les 4 piliers de la relance. Le journal énumère dans ces 4 piliers qui se résument à élaborer un système de jeu cohérent et efficace, détecter les joueurs talentueux et engagés au Cameroun et à l'extérieur, assainir l'environnement au sein et retour de la tanière et créer une synergie gagnante entre tous les maillons de la chaîne. Tels sont donc les défis majeurs que le nouveau staff doit relever afin de relancer une équipe en panne de mentors, d'inspiration et de résultats. Lire le focus que nous proposent nos confrères de Cameroun Tribune de la page 29 à 31. La voix du consommateur parle également de football ce matin. Football ou opium du peuple. Le journal nous propose une réflexion. Lorsque le foot est devenu un instrument d'aliénation de masse et une arme de diversion massive, il semble que le plan du régime en place est de faire passer le conflit actuel entre le MINSEP et la FECAFOOT comme, je cite, la vitrine rose. Fin de citation. L'écran de rêve, un mirage qui travestit les misères sociales, une scène qui masque les réels problèmes économiques et politiques. L'entraîneur belge Marc Brice a été installé avec célérité sur le banc de touche de notre équipe. Fagnon, le gouverneur, devrait montrer la même hardiesse donc pour résoudre les problèmes de délestage et d'électricité, de manque d'eau potable, de chômage des jeunes, de la vie chère qui préoccupe le plus les ménages, nous dit le journal. On termine avec l'info à chaud ce matin qui revient sur l'exclusion du Cameroun au tournoi de qualification olympique de handball féminin. Narcissique, pointe le journal. Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, aurait-il privilégié les affaires de la FECAFOOT tout en faisant fi des sports dits mineurs à l'instar du handball? C'est un questionnement que se pose le journal avec résultat donc des courses. L'image du Cameroun écornée selon donc nos confrères d'info à chaud. L'information se complète en page 9. Voilà, ainsi va la République ce jour. Allez en kiosque tout simplement sur les plateformes numériques pour vous informer, mais davantage pour faire vivre la presse camerounaise. Et bien de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, contente de vous retrouver après ces informations assez croustillantes, mais davantage et qui nous donnent l'état de santé de notre pays. Il est important de revenir apporter des petits pansements, pourquoi pas des petits médicaments, des cachets qui vont donc permettre aux uns aux autres de mieux se sentir, mais surtout de mieux cerner la quintessence de ces actualités. Alors pour débuter, pourquoi pas vous, Aldun Gathiou? Merci Claudia de l'honneur que vous me faites d'introduire
ce décryptage de la revue de presse que vous venez de faire. Vous savez, j'hésite entre deux unes. D'ailleurs, les deux parlent du sport. Mais sauf que c'est deux disciplines diamétralement opposées. J'ai envie de parler de la une de l'info à chaud, mais en même temps, je voulais revenir sur les 4 chantiers dont parle Cameroun Tribune. Mais comme on a longtemps épilogué en pointant un doigt accusateur sur le ministre des Sports, permettez-moi de prendre la une de l'info à chaud. Oui. Narcissique. Je trouve que c'est un titre, c'est vrai, c'est un comble au directeur de publication, mais j'ai envie de dire, pour avoir été très proche des fédérations sportives nationales et associées dans beaucoup de voies, j'ai envie de dire que le ministre Moëlle Combiné en rien responsable de la non-participation, de l'élimination de l'équipe nationale vice-champion de handball au Cameroun. C'est vrai que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, surtout que lorsqu'on sort d'un épisode qui semble encore nous laisser croire qu'il y a une autre saison qui arrive. Parce que quand je vois Cameroun Tribune parler des 4 chantiers, c'est comme si en face on a déjà fumé le calumet de la paix. Sauf si entre-temps, en face on a tenu à faire main basse et dit qu'au regard des idiots de la nation qui doivent prôner, qu'on préfère balayer du revers de la main, ce qui n'est pas sûr. Donc cet épisode n'est pas prêt de s'achever parce que la FECAFOOT n'a pas encore dit son dernier mot, encore qu'on ne souhaite pas ce mot pour le bien-être du Cameroun. Maintenant, pour revenir sur cette une de narcissique, j'ai envie de dire que j'ai lu l'éclairage du ministre du président Abba, qui a tenu, quand on lit ce communiqué du président Abba, vous me permettez, si je peux retrouver rapidement, je l'ai même sous mes yeux, qui clairement retire la faute du côté du ministère. Ça dit qu'on a en face une fédération qui, effectivement, depuis le début, a eu tous les outils à sa disposition pour pouvoir préparer sereinement le départ du Cameroun. On vous dit qu'il y a eu une première... ils se sont pointés au service des visas qui ne les a pas reçus. Et ils sont passés par la Fédération internationale de handball qui a saisi l'ambassade, qui directement leur a tendu une pêche. Ils sont arrivés, malheureusement, quand ils arrivent, ils savaient que celui qui a le dinadier, c'est-à-dire que celui qui a le cash n'était pas là, on dit qu'il était à l'extérieur, ce qui a fait un autre renvoi, et on sait tous que les porteurs sont capricieux. Et donc, ils ont, au regard du timing, ils ont saisi le gouvernement camerounais, qui, par le biais du ministère des Sports et de l'Éducation physique, par son ministre, Narcisse Moëlle Combi, a saisi de nouveau l'ambassade qui a bien voulu leur accorder encore une autre audience. Mais malheureusement, ces derniers, lorsqu'ils sont arrivés, ils savaient que dans les dossiers qu'ils transportaient, on parlait d'assurance qu'il n'y avait pas dans les documents. Donc, vous voulez qu'un ministre réussisse à vous octroyer les fonds. Moi, j'ai envie de comprendre. Un ministre vous donne les fonds, réussit à vous octroyer les fonds pour vous préparer pour une compétition, mais vous bloquez pourquoi? À quelle fin? C'est-à-dire qu'on a en face une fédération qui n'a pas pu réunir tous les dossiers techniques au regard du calendrier, au regard du timing à eux accordé. C'est-à-dire que la faute à qui? D'accord. Au ministre. Dans tous les cas, nous on veut un coupable là. Si on dit que ce n'est pas le ministre, c'est vrai que non, je dis donc plus que c'est le ministre. Dans le communiqué du président, on voit clairement qu'il a préféré porter sur lui cette faute. Parce qu'il dit il a préféré, mais est-ce que c'est donc lui? Parce que nous on veut véritablement... Mais puisqu'il vous dit que l'État même est intervenu pour qu'il puisse savoir... On va continuer de poser la question parce qu'on veut le vrai coupable. On veut le vrai coupable. Le vrai coupable, c'est la matière. On ne comprend pas... Moi j'ai envie de dire, Claudia, le vrai coupable, c'est la légèreté et l'amateurisme dont fait montre certains responsables dans les fédérations sportives civiles nationales. D'accord. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi un événement du tel envergure. On sait que les Camerounais, les handballeurs se préparent depuis pour participer à ce championnat, pour participer à ces JO. Mais qu'est-ce qui arrive qu'en quelques jours, on a ce style de problème et le porteur qui n'est pas là, on est dans les délais. Pourquoi gouverner, c'est prévoir? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi on arrive à ce niveau? C'est quand même une honte pour notre pays. Oui, moi je pense que l'intérêt général est sacré. Si on a des bons citoyens, surtout des responsables à des postes, quand il s'agit de l'intérêt général, il faudrait qu'il y ait des hommes capables de relever toujours le défi. C'est-à-dire la ponctualité est un défi déjà. Il faudrait que les gens s'assument. Quand on dit 7 heures, ça doit être 7 heures. Quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Le départ, c'est à 11 heures, c'est à 11 heures tout le monde. Et toi
est chargé peut-être d'acheter les billets d'avion ou bien les billets de train ou je ne sais pas quoi, toi tu dois être là 2 heures avant. Normalement c'est comme ça parce que c'est toi qui assures tout, avec ceux qui t'encadrent. Donc quand c'est pas fait, effectivement, il y a toujours des manquements graves et ça pose du tort et l'image du pays est écornée, comme c'est le cas. Les Camerounais sont toujours talentueux, peut-être même d'autres rêvaient à travers cette compétition être dénichés par des clubs européens, devenir professionnels et tout. Donc c'est pas bon pour la carrière des jeunes sportifs ou sportives, et comme c'était des femmes, d'être empêchés de prouver son talent, de démontrer ce qu'on sait faire. On s'entraîne pour ça chaque jour, et se lève tôt, il y a des jeunes là qui misent sur ça. Donc quand c'est comme ça, vraiment, il faut se mettre à leur place. Quelqu'un qui fait 7 heures d'entraînement par jour, par exemple, vous lui dites maintenant que la compétition par un petit, je sais pas quoi, vaut la nicla comme ça, c'est pas bon. Donc il faut arrêter l'amateurisme. C'est l'amateurisme dans ce genre de comportement. D'accord. J'ai écouté le CELCOM hier, justement, de cette fédération qui s'exprimait dans un média concurrent et qui faisait aussi part d'une des joueuses qui était en période du Ramadan, qui était arrivée aussi en retard parce qu'elle était épuisée par le Ramadan. Et puis lorsqu'elle est arrivée, on a cru que c'était, on voulait juste ajouter une personne. Et donc, comme on est habitué à voir les Camerounais sauteuses de métro, on a donc préféré, dans tous les cas, on expliquait beaucoup de choses là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'avant, les sélections de handball ne voyageaient pas? Est-ce que ça ne se passait pas quand même avec une sérénité? Qu'est-ce qui se passe depuis un certain temps au sein de cette fédération? La réalité aujourd'hui, Claudia, vous voyez, les fédérations camerounaises se portent comme notre propre pays. Je vais vous expliquer pourquoi je dis comme notre propre pays. Parce que depuis un certain moment, on assiste à une sorte de laisser-aller, où on a l'impression que les gens se trouvent à des places et ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Et c'est assez déplorable. Parce que c'est quand même inadmissible qu'on puisse nous dire aujourd'hui que le Cameroun ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. Le révérend le relevait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, de ces jeunes femmes qui tous les jours se sont levées pour s'entraîner? Qu'est-ce qu'on fait d'elles? Vous comprenez donc qu'on n'a pas mesuré le côté sportif et humain de la chose. Les gens sont beaucoup plus auto-centrés sur la gestion des finances. Mais il faut qu'on arrête de nous raconter des sottises. Qu'on nous dise que celui qui a l'argent n'était pas là. Ah d'accord. Ça veut dire que s'il décide de mourir où il se trouve, tout doit s'arrêter à la fédération. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Vraiment. Peut-être que ailleurs, les gens au Cameroun ont compris l'urgence qu'il y a à défendre leurs intérêts et ont minimisé l'importance qu'il y a sur l'image du Cameroun à l'international. Oui. Parce que dans chaque acte que nous posons au quotidien, qui est relayé par la presse sur les réseaux sociaux, nous sommes vus de l'extérieur. Parce que même à nous, il faut à un moment donné qu'on fasse une sorte d'introspection sur nous-mêmes pour comprendre où se trouve le problème. On ne va pas me dire que c'est aujourd'hui ou bien c'est il y a quelques jours qu'on s'est rendu compte que le jeûne du Ramadan coïncidait avec un probable départ de l'équipe féminine de handball du Cameroun. Et puis, quand tout un responsable de la communication, je ne vais pas le juger, s'élève et puis vient raconter des balivernes de cette nature-là. Je ne sais pas si, à l'école où il a été, on ne lui a pas appris à communiquer en situation de crise. Parce qu'il y a là ce qu'on appelle la communication de crise. Et quand on est en crise, pour savoir avoir les justes mots, les bons mots, pour pouvoir expliquer à la masse critique ce qui ne va pas. Le président de la fédération nous a fait une sortie, comme d'habitude, puisqu'on est habitué à ça. Il faut quand même qu'au niveau des instances, qu'il y ait quelqu'un, l'agneau à émouler. Soit on vous donne une recommandation pour vous dire porter ça, soit vous-même, conscient de l'acte que vous avez posé, vous assumez la responsabilité de la chose. Oui. Et aujourd'hui, il a décidé de porter sur lui la responsabilité du fait que le Cameroun n'est pas présent aux Jeux Olympiques. Mais quand il nous parle des assurances qui ont été faites par le gouvernement, le ministère des Sports,
Il n'y a aucun timing dans tout ce qu'il nous raconte. On ne nous dit pas qu'à partir de telle date, qui correspond à moins tel nombre de jours de la compétition, voici ce qui a été fait. Oui. Aucune information ne circule. On nous sort dans une communication laconique où on va beaucoup plus dans le dilatoire et l'esbrouf habituel pour justifier quelque chose sans pouvoir nous donner les mobiles qui expliquent l'avènement de ces choses-là. C'est assez dangereux. Il faut que les gens se reprennent. S'ils ne peuvent pas assumer les fonctions qui sont les leurs, qu'on les remplace. Il y a ceux qui sont plus compétents pour le faire. Et Alain Gatoué là. Dans tous les cas, quand tu parles de communication de crise, il faut d'abord savoir est-ce que ils maîtrisent eux-mêmes ce que c'est que la communication de crise. Parce que c'est le résultat lorsqu'on prend des personnes et on met à des places qui ne sont pas les leurs. On paye cash. Mais moi j'ai entendu hier, il disait justement il fallait communiquer, pas via un communiqué écrit, mais il fallait quand même parler. Et donc ils se sont empressés de chercher une chaîne où ils pouvaient véritablement communiquer. Et puis ces explications, vous avez donné une partie selon ce qui ressort de cette situation. Mais on va quand même dire que ça ne va pas depuis un bon moment au niveau de cette fédération. À un certain moment, on a assisté, il y avait communication, il y avait comme une sorte de bataille entre deux responsables. Et on a vu le résultat alors au niveau de la performance des joueuses. Aujourd'hui, alors qu'on pouvait avoir une place quand même importante, puisqu'il n'y avait que 2 pays africains qui devaient donc représenter l'Angola et le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun, donc, disqualifié, il n'y a que l'Angola. Est-ce que ça ne fait pas mal quand même, lorsqu'on regarde notre sport, un sport qui avait du vent en poupe, où on espérait, on se disait, on peut se rabattre lorsque le football nous désole un peu, on se rabat sur le handball. Mais maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il faut choisir un autre sport? Claudia, vraiment, c'est désolant, tout ce qu'on voit là. C'est désolant, ça fait même mal, ça fait pitié. Moi, ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est que parfois, on dit le silence est d'or, la parole est d'argent. Parfois, qu'on n'a rien à dire, on se tait. Ce qu'il a pondu là, c'est quoi? Un communiqué officiel où tu parles de porteur. Porteur, c'est quoi? Il est capricieux. C'est-à-dire que tu emploies des expressions cartisans dans un communiqué officiel que tu ponds aux gens. Et puis, il n'a même pas pris sa responsabilité. Lorsqu'on est responsable d'une fédération ou responsable de quelque chose, lorsqu'il y a une faute, on l'assume. On l'assume soit en se taisant et en corrigeant ce qui a été fait, en réparant le tort. Et puis, soit on ne parle pas. On ne parle pas parce que tout ce qu'il a fait là, c'était parce qu'il sait que le ministre Combi est dans l'Africa Foot et qu'on va tirer sur lui. Et donc il veut protéger. Et qu'il faut qu'il essaye de, pas protéger, mais protéger. En fait, protéger ses propres intérêts. C'est-à-dire, pourquoi on ne tire pas sur lui, il essaye de protéger le ministre et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il jette le propre sur d'autres personnes. Il parle de la demoiselle qui a fait son régime de Ramadan, il parle du porteur qui était... Oui, là c'est pas le symptôme qui a eu. Mais à aucun moment, il ne dit ce que lui-même, quelle est la responsabilité que lui-même, son erreur, lui-même, il assume, il ne dit rien du tout. Il aurait mieux fait de se taire. On est habitué. Ça fait longtemps qu'on ne parle même pas de handball dans ce pays. Les 16 sports qu'on parlait, c'était beaucoup plus le volleyball. On en a parlé l'année dernière, mais malheureusement, elles ont raté ici, même au pays. Tout ce qu'on connaît, c'est juste les casseroles lorsqu'il y a des élections. C'est les problèmes qu'on connaît de ces fédérations lorsqu'il y a des élections. Mais moi, je veux demander, dans un truc comme ça, où on parle de l'international, il y a au moins 2 ministères qui doivent intervenir. Oui. Il y a le ministre qui intervient. Qu'est-ce que le ministre a fait là à l'intérieur? À quel moment est-ce qu'on l'a saisi pour avoir des passeports, pour avoir des visas? C'est son rôle. Lorsqu'on demande, il y a des visas et tout. Moi, par exemple, moi, je suis chercheur. Si j'ai besoin de passeport de service, je sais qu'on va me donner le passeport de service très rapidement. Ce sont mes droits. Pourquoi est-ce qu'une équipe qui doit se déplacer, pourquoi c'est seulement le football qui ont dit que le football appartient à l'État du Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait d'autre au sport? C'est quand même les équipes nationales mais on dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur. Justement, merci beaucoup. On dit qu'il n'y a pas de sport majeur réservé. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de choses rien que dans ces genres de sport-là? C'est pas normal. Maintenant, je vais revenir sur le côté humain dont a parlé mon confrère. Vraiment, et c'est ça le problème du Cameroun, c'est que lorsqu'on pose un acte, lorsqu'un responsable pose un acte, il ne mesure jamais les conséquences que cet acte peut avoir jusqu'au niveau familial. C'est-à-dire que rien, parfois quelqu'un travaille toute une année en espérant que si je me qualifie pour aller là-bas, rien que l'argent que je vais avoir là-bas, ça peut aider pour l'école de mes enfants d'ici 2 ou 3 ans. Mais on ne regarde pas ça. On regarde les intérêts égoïstes. Et voilà pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. C'est déplorable. Chaque fois on revient sur ce plateau, on parle des choses comme ça fait mal. Et quand on arrive au quartier, les gens nous regardent, on dit on va faire comment, on va faire comment. Mais parfois, Thierry, il faut aussi, au-delà des intérêts égoïstes, on peut se dire que ce sont les intérêts, mais aussi des gens qui ne connaissent pas, mais qui n'ont pas cette...
bonté de dire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils mais si vous ne connaissez pas, vous faites quoi? C'est trop facile. Moi, je pense que c'est trop facile. Parce que justement, les Camerounais sont très bons. Les Camerounais savent ce qu'il faut faire, mais ils ne font pas ce qu'il faut faire. Moi, je sais trop facile. Lorsque vous allez voir, mettez la meilleure personne qui puisse exister dans un mauvais engrenage, dans un mauvais système, il ne produira aucun fruit. Il va faire exactement ce qu'on est en train de faire là-bas. Et on va se... Oui, ça prend le sujet. D'accord. Dans tous les cas, on va sortir de cette niveau. actualité. Moi, je sais une chose, c'est que les Camerounais veulent le vrai responsable, ou alors les vrais responsables. Le vrai responsable, c'est la fédération. De ça, et ils vont fouiller jusqu'à ce que ils essaient. Pourquoi ils ont tout fait de se jeter sur une personne, sur la personne du ministre immédiatement, et tout le monde de dire que c'est le ministère du football et autres. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a des personnes qui devraient certainement faire des choses anticipées, mais qui n'ont pas anticipé. Donc, peut-être on va écouter les prochaines heures. Il y aura certainement un éclairage qui sera fait sur cette situation. Entre-temps, peut-être on va sortir du sport. Je ne sais pas si le révérend va encore nous plonger dans le sport, mais dans tous les cas, il fait le choix de sa une. Oui, il y a des choses intéressantes dans cette revue de presse aujourd'hui. Oui. Il y a par exemple le président Gbagbo, l'ex-président ivoirien, un grand homme africain. Je soutiens véritablement sa démarche, bien qu'il soit maintenant en bonne posture avec son acolyte Charles Blé Goudé. Nous les avons défendus bec et ongle. J'étais le premier à démontrer que Laurent Gbagbo n'a pas tué un seul Ivoirien sur les plateaux d'Afrique Média. Et aujourd'hui, il nous a quand même adressé des remerciements, mais ça ne suffit pas. Je voudrais le rencontrer comme ça pour qu'on échange. Nous sommes là pour éclairer les Africains par rapport à des situations graves que vit le continent. Quand il encourage donc le président Biya, c'est un visionnaire africain. Donc, nous pouvons saluer cette une. C'est deux chefs d'État, c'est-à-dire il a été chef d'État pendant 10 ans. On l'a chassé par le colon, est revenu à la charge avec sa démarche que tous les Africains connaissent. Et on l'a chassé comme ça, démontrant que c'est lui qui avait causé la guerre, or que c'était pas lui. Quand il apprécie le président Biya aujourd'hui, ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de tonus, parce que nous disons que le Cameroun, c'est effectivement cette Afrique en miniature, d'autres l'appellent aujourd'hui continent. C'est effectivement ça, parce qu'on retrouve tout. Vous voyez, dans un pays comme la Tanzanie, vous allez retrouver ce qu'on fait à l'extrême nord. Les danses culturelles et tout, vous voyez, les mêmes choses. Donc le Cameroun est véritablement l'Afrique. les mêmes façons de se comporter. Parfois tu restes comme ça, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Dieu est comme ça, il a créé des choses pour que les hommes soient en harmonie. Mais malheureusement, d'autres ont profité de ça pour diviser encore le monde et faire en sorte que c'est des guerres qui règnent. Bon, cette thématique nous plaît. Quand il encourage le président Biya, c'est une bonne chose. Le prix du cacao a augmenté au Cameroun, donc c'est un cacao de qualité que le président Paul Biya produit au Cameroun. Et nous disons bravo, parce que ça ne nous surprend pas. Le Dieu incréé que moi je sers m'a dit que le président Paul Biya jusqu'à présent est le meilleur. Et je vais dire ça pour que les Camerounais soient clairs envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le président Biya. Le problème, sont ses opposants. Je vais dire quelque chose à Mondovision. Vous êtes journaliste et il y en a beaucoup qui sont de la presse, qui sont autour de la table. Ça va les servir, qu'ils soient les détracteurs du RDPC ou je ne sais pas quoi. Le Dieu incréé m'a dit, il m'a dit, quand le président Paul Biya montait au pouvoir, prenait le pouvoir en 82, il avait 10 sur 20. 10 sur 20. Oui. Devant lui, le Dieu incréé. Il faudrait qu'il le sache. Et aujourd'hui, ses concurrents immédiats, ils sont nombreux, ils n'atteignent pas 10 sur 20. Devant lui, le Dieu incréé, ils sont beaucoup qui ont 7 sur 20. Oui. Ils n'atteignent pas. Donc le problème, il faudrait qu'ils soient qualifiés d'abord. Oui, c'est eux le problème. Donc on peut tout dire de la mauvaise, je ne sais pas quoi, nous sommes tous victimes.
des manquements de l'implémentation de la politique visionnaire du président Paul Biya. Mais le vrai problème, c'est que les concurrents immédiats ne sont pas à la hauteur de 10 sur 20 devant le Dieu créateur. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Reverend, puisqu'on parle donc d'Info Matin qui nous présente donc l'appréciation du président de l'ex-président ivoirien un autre président de la République quant à l'évolution, tout simplement, les prouesses atteintes au niveau de la vente de la fève de cacao, notre fève qui a d'ailleurs été reconnue comme meilleure. Mais aujourd'hui, on a plafonné avec 100 000 francs, alors que le premier producteur, qui est donc la Côte d'Ivoire, n'est qu'à 1500 francs le kilogramme. Voilà. De quoi célébrer davantage les techniques qui ont été mises en place pour atteindre un tel niveau. Bon, je ne pense pas qu'ici il faudrait parler de prouesse. Je crois que cela rentre peut-être dans les mécanismes qui ont été mis en place déjà en aval et en amont, c'est-à-dire en aval avec les producteurs, de concert avec la CI Cacao, parce que n'oubliez pas que la CI Cacao est très déployée sur le terrain en termes de séminaires, en termes de sensibilisation vis-à-vis des producteurs. Et puis maintenant, en amont, on va observer les conventions et autres qui sont signées par l'État du Cameroun dans le sens, par exemple, de davantage mettre en œuvre la transformation locale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La transformation locale beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de transformer la matière première sur place pour avoir, en termes de devises, pour avoir un peu plus de devises. Donc le président Gbagbo, c'est normal quand on a un grand homme d'État. Ils ont plusieurs fois été en contact avec le président Biya. Je crois que dans une certaine mesure, vis-à-vis d'un certain nombre de réformes, ou bien de ce qu'ils ont souvent eu l'habitude de se dire, il s'est dit aujourd'hui, il est plus qu'important de lui dire félicitations, bravo. J'observe de là où je me trouve ce que tu fais. Donc c'est la chose qu'il faut peut-être mentionner. Mais aujourd'hui, avec 1 kilogramme de cacao qui est la dernière vente groupée, on était à 5100 francs. Avec 1 kilogramme de cacao à 5100 francs, je crois qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important de sensibiliser le producteur sur une meilleure utilisation des ressources qui sont mises à leur disposition. N'oubliez pas que dans les années 90, avec la dévaluation du franc CFA, on a assisté à quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Des gens ont détruit des plantations de cacao, de café. Aujourd'hui, le relèvement du prix du kilogramme du cacao est peut-être une invite vis-à-vis de la population camerounaise à davantage s'intéresser à la production, à la cacao culture, sans oublier bien sûr les autres cultures d'un point de vue général. D'accord. C'est vrai que le cacao, c'est une culture étrangère, n'est pas très propre à l'Afrique ou alors au Cameroun. Mais est-ce que davantage, il faudrait que plusieurs se relancent à nouveau dans cette culture? Parce qu'on sait quand même qu'il y a fluctuation de prix. Aujourd'hui, peut-être on peut magnifier cette augmentation au niveau du prix. Mais après que plusieurs aient décidé donc de relancer la production, on peut carrément chuter. Est-ce que véritablement il faut se ruer dans ce domaine parce qu'aujourd'hui on voit une embellie? Merci Claudia pour la question. Le problème du cacao, c'est un problème qui ne vient pas de nous en réalité. Parce que nous consommons moins de 5% du cacao que nous produisons en Afrique. Oui. Donc le cacao fait des belles jours, des Occidentaux. Maintenant, lorsqu'on revient sur l'augmentation du prix actuel du cacao, le Cameroun produit environ 292 000 tonnes de cacao par an. C'est 3 fois moins que la Côte d'Ivoire qui produit chaque année. Vous voyez, la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur à suivre le Ghana. Le Cameroun n'est que troisième. Oui, troisième. Maintenant, moi, je suivais dans mes recherches, je me suis un peu intéressé dans ce cacao. Je me suis rendu compte qu'en fait, le prix du cacao camerounais augmente non pas par la volonté beaucoup plus du Cameroun, mais c'est parce que justement, pour nos premiers partenaires de cacao, qui est la France, a eu en son sein une organisation d'acheteurs de cacao, ou un peu de chocolatiers,
qui ont décidé d'entrer dans la mouvance du développement durable. Vous voyez un peu. Et lorsqu'ils sont entrés dans la mouvance du développement durable, ils ont, je veux dire quoi, ils ont dit, première chose, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous ici en France, achetons le cacao en Afrique, on ne sait même, on n'a jamais vu un champ de cacao, on ne sait même pas qui produit, on ne sait pas. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand ils achètent un kilo de cacao au Cameroun, vous voyez un peu, peut-être à 1500 comme c'était à l'époque, et ils se recouvrent avec quoi 4-5 fois plus lorsqu'ils produisent, ils consomment ce cacao là. Ils se sont dit, bon, si on est dans le développement durable qui suppose une équité entre le producteur et le consommateur, vous voyez un peu, il faudrait que dans notre organisation, qu'on respecte un certain nombre de conditions, à savoir la préservation de l'environnement, les machins, et qu'en retour, le producteur puisse bénéficier du travail du labeur. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à augmenter, à acheter mieux que cela le faisait avant, pour pouvoir aider le bénéficiaire en retour. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les producteurs commençaient à abandonner. Et eux, ils en ont besoin pour pouvoir, en abandonnant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens n'abandonnent pas complètement. Le point, c'est de quoi il faut augmenter. Ils ont donc décidé que, bon, comme on fait beaucoup de marges ici, là, on peut lâcher un peu du lait sur nos marges et redistribuer ces marges au niveau des producteurs. Voilà comment est-ce que la hausse du cacao, ça vous pouvez vérifier ça en ligne. Hein. Voilà comment est-ce qu'ils ont décidé de continuer, commencer à acheter beaucoup plus de cacao camerounais, parce que le cacao camerounais, comme le Cameroun ne produit pas de manière intensive, comme la Côte d'Ivoire avec des pesticides et ainsi de suite, le cacao camerounais est encore meilleur. Voilà pourquoi ils ont décidé. C'est un problème de qualité. C'est pas un problème de qualité parce qu'on le veut, c'est un problème de qualité parce que justement, comme chez nous, on avait commencé à abandonner après les années 90, comme elle a dit, il faut et tout, les personnes étaient vieilles, donc les gens ne s'intéressaient plus. Voilà comment on commençait donc à faire simplement, mais en Côte d'Ivoire où c'est une culture, les gens ont besoin de rendement, ils utilisent beaucoup plus de pesticides, ils déforestent beaucoup, ils font beaucoup de machins. Concrètement, à nous, ils ont donc dit, bon, pour commencer à implémenter dans notre politique, on va aller dans un pays où c'est encore moins dégradé et on va commencer là-bas pour inciter d'autres à prendre le relais. D'accord, même... Ne soyez pas surpris, que dans peut-être d'ici 1 an ou 2 ans, 3 ans, les Ivoiriens, comme le président Babou en train de visiter là, vont prendre le pas du Cameroun et le cacao va aussi augmenter. Donc c'est juste une politique mondiale que les chercheurs français ont décidé de mettre sur pied pour suivre la mouvance actuelle du développement durable. Et justement, est-ce que ce n'est pas donc un piège dans le sens où, lorsque plusieurs personnes vont s'intéresser à nouveau à cette culture, ils vont recommencer à produire en grande quantité, qu'on assiste encore à une dévaluation et qu'on finalement retourne à un prix qui n'arrange pas tout le monde. Aldin Gathio. Je pense que ce n'est pas un piège. Vous savez, pendant longtemps, le chef de l'État, comme l'a dit le pasteur, avait interpellé qu'il faut retrousser les manches, il faut l'agriculture à faire. Vous savez, aujourd'hui, les gens se sont rendus compte du fait qu'effectivement, l'agriculture est un apport considérable et impacte sur le PIB. La preuve, aujourd'hui, on voit le chef d'État Barbeau saluer les prouesses du Cameroun en termes de cacao. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, au-delà de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, je pense que plus nous allons produire, mieux on va se tenir. Parce que si aujourd'hui on dit que bon, on s'arrête là, on va créer la demande. Mais il faut effectivement que cette demande soit compensée. Qui mieux que plus on crée, mieux on se porte. Et puis on sait tous les mécanismes de marketing et les différents apports que l'État peut faire pour que le prix soit stabilisé et que les cacaoculteurs n'aient pas de problème. Moi j'invite la jeunesse camerounaise à s'intégrer, à capitaliser de cette opportunité. Aujourd'hui, on a les terres, qu'on capitalise de cette opportunité pour ne pas rester à la traîne. D'accord, merci. On va sortir de cette actualité puisque le temps s'en va. Mais c'est incroyablement, il s'en va très rapidement. Donc, puisque l'attention est donc sur... on va prendre votre point de vue, tout simplement, votre une, Thierry Zoua. Oui, ma une de ce jour... c'était beaucoup plus toujours sur la guerre entre l'Africafoot et le MINICEP. Hein. Ok. La guerre entre l'Africafoot et le MINICEP. Ça veut dire qu'on va prendre juste votre commentaire et puis on va prendre la une de Martial Obiano. C'était juste ça. C'est que moi, j'ai été agréablement surpris et moi, j'ai tiré la leçon qu'au Cameroun, les choses peuvent se faire de manière très rapide. Je prends le cas de chez nous, les chercheurs. On nous a sorti un statut, le président nous a donné un nouveau statut, je crois que c'était en octobre. Il a dit que le statut devait être implémenté dans les 6 mois, c'est-à-dire en février. Aujourd'hui, on est à mars, le statut n'est pas encore sorti. Le François Pays n'a même pas commencé encore à faire le dossier. C'est en train de crainer. Mais nous, on a vu un monsieur, une lettre qui est venue une semaine après, la CERT va mobiliser les gens. Le gars il a signé le contrat, il est en train de travailler. Donc, je ne peux pas imaginer qu'au Cameroun, les gens pouvaient travailler autant.
Donc je félicite le gouvernement pour ce travail qu'ils ont fait et je leur appelle aussi à regarder nos statuts aussi pour qu'ils puissent aussi travailler comme ça chez nous aussi parce qu'on ne savait pas que ça pouvait se faire. Donc j'essaie la sécurité du ministre. Je demande que les autres ministres prennent exemple sur lui pour que tout s'accélère dans les tiroirs. Donc c'est le ministre de la fonction publique. Parce qu'on a beaucoup de dossiers là-bas. C'est juste le commentaire que moi je voulais faire en parallèle avec la FECAFOOT ce matin. Chacun plaide pour s'échapper. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le MINFOPRA quand même est sur le terrain pour une fonction plus de proximité. Quand même, il faut féliciter ce que le ministre Joseph Blanquer fait. Je suis d'accord. C'est vrai que... D'accord, ça veut dire que les choses vont s'accélérer. Merci Claudia, merci. Donc, comme vous l'avez dit, on espère que chacun ici, la prochaine émission sera contente parce que tout se bouge, les choses se bougent. Vous voyez, et puis bon, c'est bien. C'est bien. D'accord. Dans tous les cas, on va prendre votre... Il va changer. Voilà. On va prendre votre une pour avancer. Ouais. Contrairement aux habitudes, je ne vais pas commenter conjoncture économique ce matin pour une raison bien précise. Je suis beaucoup plus intéressé par la une du journal L'Émergence qui parle du péril qu'il y a sur 220 personnes. Je ne sais pas, merci beaucoup. Oui. Le péril qui fait sur 220 000 personnes. On parle là des réfugiés. Et puis c'est une question qui nécessite une attention particulière. Dans un contexte où il y a des troubles politiques en Afrique, on a des conflits tribaux et autres. Donc c'est une question qui nécessite d'être débattue afin que qu'on observe une levée du bouclier pour pouvoir encadrer cette masse critique-là qui se déplace d'un point à un autre. Et puis, ça crée également une autre question, celle de la sécurité. Oui. Oui, celle de la sécurité, parce que vous savez, quand vous devez recevoir des réfugiés qui se sont déportés peut-être d'une région à une autre ou bien d'un pays à une autre. Il y a des questions d'ordre sécuritaire qui doivent être mises en place. Il y a des questions d'ordre nutritionnel et alimentaire qui doivent également être étudiées. Et d'accord, parler de sécurité, c'est toujours important lorsqu'on sait donc que, comme vous l'avez si bien dit, on est en proie aux troubles, même dans notre pays, et ces crises qui font en sorte que les gens sont obligés de se déplacer. Mais il faut beaucoup plus penser à ces réfugiés. Des efforts sont faits, mais ne sont certainement pas suffisants parce que jusqu'aujourd'hui, on a plusieurs qui se reconvertissent à des personnes presque irrécupérables dans la société parce qu'ils sont donc dans le manque, dans le besoin. Vous pensez que qui véritablement ou tout simplement comment élaborer une bonne stratégie pour la prise en charge ou tout simplement pour maintenir et pour protéger ces réfugiés? Oui, effectivement, moi je parle de ce dossier puisque j'en connais un peu parce que je m'occupe souvent, je les visite. Je connais, l'autre jour avec le ICR, j'ai accompagné certains qui sont partis, qui sont sortis du Rwanda, qui sont sortis de la Centrafrique, qui partaient aux États-Unis, qui sont restés longtemps au Cameroun. Donc, c'est des questions qui m'intéressent puisque je suis avec eux souvent au quotidien, j'échange avec eux, je vois comment ils ont des difficultés journalières ou bien journalières. Manger, c'est difficile, s'entretenir avec les enfants parfois, vraiment c'est pas évident. Donc le monde souffre. Pour vous dire en termes généraux, le monde souffre, le monde a des crises. Les gens se déplacent souvent, ils laissent leur maison, ils laissent tout. Ils sortent simplement avec le sac parce qu'ils fuient les balles. Ils fuient la guerre, ils fuient ceci, sa vie est en danger. Voyez comment la société est devenue. On disait l'autre jour que même les animaux ne sont pas déphasés de Dieu. Et quand je parlais là maintenant, dans ma prise de parole, je définissais comment le Cameroun était hospitalier et que ça émanait de la volonté d'un chef qui aime véritablement la paix et aime son prochain, comme le dit la Bible, oui. Ou bien supporte le prochain, même si d'autres ne le savent pas. Je veux vous dire, parce que ça m'a beaucoup amusé quand mon frère d'en face riait quand je disais, c'est comme ça toujours que les hommes ont ri de Dieu. Je vous dis,
de la part du Seigneur, il n'y a pas d'homosexualité. Mais maintenant, les hommes disent par exemple, l'homosexualité c'est une vertu, c'est même pas, c'est un caractère qu'il faut adopter, il faut enseigner ça et puis que c'était bon. Non, moi je vous dis c'est pas bon. Jésus-Christ, Seigneur de gloire, parce que revenons à l'essentiel, il enseigne deux choses. Il dit si tu as deux vêtements, donne un à celui qui n'en a pas. Si tu as de la nourriture, partage avec celui qui a faim. Qu'est-ce qui nous gêne dans une société, le problème sociétal au Cameroun par exemple, c'est le manger ensemble. On dit vivre ensemble. Tu vas demander à beaucoup de ces Camerounais qui amassent des fortunes, mais qui ne peuvent pas héberger même quelqu'un de l'extrême nord qui est Camerounais comme eux. Mais nous qui voyageons, je porte les Tchadiens avec moi, je porte les Nigériens avec moi, je les amène au Cameroun, je voyage avec eux. Actuellement, j'ai des Tchadiens avec moi. Donc il faut savoir que aimer le prochain, c'est ça le but de ton existence. On vit pour servir. Mais quand on ne prend pas ça sur soi, de bâtir un concept personnel en acceptant l'autre et en disant je peux être le bonheur de l'autre, c'est dramatique et ça arrive à des situations d'où les personnes sortent. C'est pas seulement ceux dont on parle. Vous allez au Congo, c'est la même chose. Vous voyez, quand les gens fuient, à Kisangani, dans Lumumbashi, les gens fuient, tu restes comme ça, tu te demandes, est-ce que c'est des hommes encore? Parce que les autres veulent les abattre. Et j'étais avec mon père spirituel, le pasteur Okito, une fois. Nous étions dans le Kasaï oriental. Et il y avait un mouvement où il fallait fuir. Il fallait prendre vite le vol. Parce qu'au Congo, par exemple, c'est des vols. Il n'y a pas de moyen de transport facile. Il faut prendre l'avion d'un État à un autre ou bien d'une province à une autre. C'est comme ça qu'on fuit la mort du jour au lendemain. Et quand vous arrivez au Cameroun, vous pensez que vous êtes en abri. Et les gens vous pourchassent. Quand on a tué Martinez et Zogossi, nous avons reçu des menaces et tout. Donc, on n'est pas en sécurité sur la terre. D'accord. Et ça, c'est un problème. L'homme doit accepter l'autre. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Personne n'a le droit de ôter la vie. D'ôter la vie à parce que c'est ça qui amène ça. Pourtant, les gens continuent d'ôter la vie et ces personnes qui sont donc obligées de fuir leur demeure pour s'adapter dans d'autres lieux font face à plusieurs risques. Selon vous, quels sont les risques auxquels sont confrontés donc ces réfugiés? Les risques auxquels sont confrontés ces réfugiés, il ne faut pas perdre de vue d'abord que c'est dû aux crises sécuritaires qu'on a cette pléthore de réfugiés. Et entre autres risques, on a d'abord la délinquance. Vous savez, quand vous avez des réfugiés que vous n'arrivez pas à contrôler, ils s'exposent à la délinquance, à la consommation de stupéfiants et même à l'enrôlement dans les groupes armés. La prostitution. Dans les groupes armés, vous voyez, on peut les enrôler facilement pour le pain de 5 ans, on les enrôle. Parce que ces réfugiés, pour faute de politique nationale et internationale claire, précise et concise, on se retrouve à ça. Vous savez que, comme l'a dit le pasteur, la question de réfugiés, c'est d'abord une question d'humanisme, d'humanité. Et comment on peut s'aimer si on n'aime pas son prochain? J'ai encore mémoire que c'est l'un des plus grands commandements, je peux me tromper, aimer son prochain comme soi-même. Et donc aujourd'hui, quand ces personnes sont abandonnées, c'est que nous nous mettons d'abord nous-mêmes en difficulté, parce que ce sont nos premiers bourreaux. Vous aurez en face des gars qui consomment le cœur à longueur de journée et qui vont, parce qu'ils veulent quelque chose que vous avez, mettre votre vie en péril pour 100 francs ou 50. On a la prostitution. Je n'ai rien contre ce vieux métier, entre guillemets, pas noble, ce vieux métier. Mais moi je dis qu'il y a la prostitution et vous savez, quand on a des gens qui se prostituent, ça entraîne inexorablement déjà des maladies, ça entraîne beaucoup de choses qui ne sont plus contrôlables. Moi je crois qu'on doit revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que l'amour des uns et des autres. D'accord. On a également l'enrôlement pour les crimes rituels, parce que c'est justement ces personnes facilement qu'on va donc enrôler pour accomplir des sales besognes. Mais peut-être il y a encore quelque chose qui peut être fait. Est-ce qu'il y a une politique qui peut être implémentée aujourd'hui? Peut-être en tant que chercheur, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une politique qui doit être implémentée pour accueillir davantage et permettre le réinsertion
la réinsertion de ces personnes? Oui, Claudia, merci pour la question et merci de m'avoir interpellé ma casquette de chercheur. Je vais donc vous dire, en tant que chercheur, que cette question des réfugiés m'intéresse beaucoup. J'ai d'ailleurs commis un article il y a cela 2 ans dessus, sur la question des réfugiés, le titre étant le modèle camerounais d'accueil et d'insertion des réfugiés. Vous voyez un peu. Parce que le Cameroun, parce que les gens parlent beaucoup, mais le Cameroun en Afrique est considéré comme un modèle en termes d'accueil et d'insertion des réfugiés. En Afrique, il n'y a pas de pays qui gère les réfugiés en Afrique comme au Cameroun. Et l'ONU a plusieurs fois eu à féliciter le Cameroun par rapport à ça. Donc, sur le plan, au niveau du Cameroun, déjà, vraiment, pour le moment, c'est la meilleure chose. Ils ont le meilleur encadrement possible qu'on puisse leur donner. Parce que justement, le Cameroun mobilise en termes les ressources propres. Vous avez vu dernièrement, parce qu'au Cameroun, on a deux grandes zones de réfugiés. On a l'Est, l'Est du Cameroun, on a l'extrême nord, avec le plus grand camp de Manaoua, qui se trouve au nord là-bas. Et vous voyez que, aujourd'hui, vous voyez comment chaque fois, il y a des départs volontaires qui sont menés de manière conjointe entre le Cameroun et le Nigeria, avec les gouverneurs et le MINA qui passent souvent faire revenir les réfugiés nigérians qui sont venus, qui sont en train de rentrer après que Boko Haram soit parti. À l'Est, c'est pareil. À l'Est, même quand vous allez à Daraboula, vous allez vous rendre compte que les réfugiés sont déjà intégrés même à la population camerounaise. Ils ont des tout à fait, tout à fait. Beaucoup sont intégrés, même ici. Beaucoup, si vous allez par exemple ici en Dissamba, Kopikana, à l'université de Dissamba là, est-ce que vous savez que Dissamba a un partenariat avec le HCR pour héberger les réfugiés camerounais qui arrivent au Cameroun? Vous allez découvrir, ils sont pleins là-bas. Vous voyez qu'au Cameroun, on ne fait même pas le distinguo entre les réfugiés et les Camerounais. Donc c'est un modèle. C'est un modèle à féliciter. C'est pour ça que nous félicitons. C'est pour ça que nous félicitons le président Biya. Parce que c'est une politique menée par lui. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est clair. Moi, je ne donne que les résultats des Mais oui. Dans cette chose-là, il n'y a pas que le Cameroun qui intervient. Il y a le HCR qui intervient. Il y a l'Organisation internationale des migrations qui intervient. Parce que vous savez, comme il a dit tout à l'heure, là, il n'y a pas que les réfugiés. De nos jours, actuellement, il n'y a plus que les réfugiés politiques. Et en termes de guerre, il y a aussi beaucoup de réfugiés climatiques. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui quittent déjà leur pays aujourd'hui parce que la sécheresse a frappé. Comme récemment, il y avait des morts au Mali à cause de la sécheresse. Et qui traversent et qui marchent des frontières en frontière et qui se trouvent dans des pays pour pouvoir trouver où est-ce qu'ils peuvent s'établir et recommencer une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus que le HCR, il y a l'Organisation internationale de migration, il y a beaucoup d'organismes qui interviennent, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, et mon article est disponible en ligne, c'est en libre service, c'est que le Cameroun est un modèle. Vraiment pour ça, quand même, tous les réfugiés que moi j'ai causé avec qui sont au Cameroun se sentent, beaucoup même ne veulent même plus repartir. Mais oui. Parce qu'ils sentent vraiment, ils ont trouvé le Cameroun. Ils ont même parfois la CNI. Donc, lorsqu'on parle du pays, ils ont même ça. C'est normal, c'est parce que justement, pour chuter Claudia, qui dit merci, on demande encore. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais de dire merci. Tant que nous vivons, je suis contre cet adage un peu. Non, c'est les méchants qui disaient ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Normalement, il faut reconnaître, il faut dire merci. J'ai vécu, s'il vous plaît, je donne cette anecdote. J'ai vécu avec un cousin, il portait mes habits, on dormait sur le même lit. Après, il est rentré dans une secte pernicieuse. Les choses que nous dénonçons, là, il a commencé à les faire. Il a commencé à chanter ce refrain. Celui qui dit merci, demande plus, et tout, et tout. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelqu'un qui a un désir. C'est-à-dire, on n'a même pas accès à lui. Quand tu arrives devant lui, il prend une machette. Mais parce qu'il est devenu bizarre. Il est allé construire une maison dans l'eau. On va dire merci quand même, merci. Au jour le MINAT de concert avec cette organisation que j'ai cité là, travaille au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie. Et donc, on voudrait que beaucoup de choses soient davantage faites. Malheureusement, pour se protéger ou tout simplement les réfugiés climatiques, ce sera compliqué parce que de plus en plus, même notre pays est touché par ce phénomène. On ne comprend pas la chaleur qu'il fait à Yaoundé la nuance, c'est que ces derniers temps. Mais, fidèles téléspectateurs, merci à vous pour vos idées. Je crois que l'heure est arrivée d'aller en conflit. Eh bien, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Il fait bon vivre sur ce plateau puisque nous abordons des thématiques importantes, mais cette fois-ci peut-être avec un peu de tristesse pour relater cette froide, je vais dire, cet assassinat, je ne sais pas comment je vais traiter cela, mais cette situation qui s'est donc déroulée du côté de Damas où un jeune garçon
aurait donc interpellé sa maman, fait venir sa maman dans sa maison et donc aurait profité de ce moment pour l'étouffer et scier sa maman. Et donc a fait appel à un ami pour disposer les parties de sa maman dans 2 valises qui ont été jetées du côté d'Etoile-Meki, non loin des Lixono. Et c'est donc à ce niveau qu'on a retrouvé ces valises. Et pourtant, on avait déjà donc annoncé la disparition de cette journaliste qui finalement a été retrouvée le lendemain. Plus tard, on a compris que puisque je raconte l'histoire, c'est donc le fils qui s'est donc comporté ainsi. Et avec plus d'explications, on comprend que il n'est pas son premier forfait, puisqu'il a eu étouffé sa grand-mère bien avant, c'était en novembre. Et on décrit aussi ce personnage comme un jeune garçon qui est beaucoup troublé, qui consomme beaucoup de drogue. Et donc, étant à l'ENAM, il a commis également quelques gaffes de ce côté qui, tout le temps, ont été étouffés et donc cachés par sa maman, l'amour d'une mère pour que son fils donc puisse avoir des jours meilleurs. Mais finalement, ce dernier finira par finir avec sa génitrice et d'une manière assez déplorable, assez alarmante. Et on voudrait comprendre qu'est-ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à agir de la sorte. On sait que même lorsqu'on fume parfois, lorsqu'on se comporte, lorsqu'on prend ces stupéfiants, il suffit juste que quelqu'un insulte notre maman pour que on ait l'impression de se déverser sur cette personne. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeune homme aujourd'hui décide plutôt de mettre fin à la vie de sa maman? Et c'est cette situation qui nous interpelle cet après-midi. Pourquoi pas le pasteur pour nous dire, selon quelle est votre lecture de la chose? Ma lecture est simple. Mais c'est sur votre plateau que j'ai commencé à dire, il y a de cela quelque temps, que la cellule familiale avait échoué. Ce n'est pas seulement au Cameroun, mais dans toutes les sociétés africaines, là où je circule, j'ai constaté qu'il y avait les mêmes mots qui revenaient, l'échec de la cellule familiale. Et ici, nous sommes face à une situation où, effectivement, quand le 1 plus 1 ne font pas 1 selon Dieu, c'est-à-dire que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule personne. Donc 1 plus 1 font 1. Quand les 1 plus 1 ne font pas 1, ça devient dangereux. Les mathématiciens vont vous dire 1 plus 1 font 2. Effectivement, il ne s'agit pas là du mariage. C'est vraiment d'un calcul mathématique pour les intérêts. 1 plus 1 font 2, c'est pour multiplier leurs gains et tout. 1 plus 1 qui donne 0. Voilà. Pour leurs gains. Mais quand dans la cellule familiale, 1 plus 1 ne font plus 1, 1 plus 1 donne 4, on arrive à ces résultats. 1 plus 1 donne 4 comment? Quand la crise intervient, la crise arrive au sein d'un couple, au sein d'une famille, elle n'est pas gérée par les deux conjoints et autour d'une table sereinement ou bien dans la chambre, les deux partenaires, c'est la femme qui expose le problème de son couple à sa copine, à sa meilleure, elles appellent toujours la meilleure amie, meilleure copine, et c'est la meilleure copine qui introduit donc sa copine effectivement chez le marabout ou bien chez le tradit. Ils ont des noms. Aujourd'hui, ils ont tous les noms. Comme mon feu Charles Ateba, il disait, chez le charlatan. Parce que le charlatan, c'est celui qui fait ce qu'il n'a pas appris à faire. C'est ce qu'il définissait. Donc, quand 1 plus 1 donne déjà 4, parce que nous partons de 1 plus 1, qui devrait rester 1, mais qui arrive à 3, c'est-à-dire l'intervention d'une copine, et c'est la copine qui amène chez la quatrième personne, qui est le marabout, qui donne la solution, et cette solution, c'est pour détruire la cellule familiale. Toutes les familles qui passent par le maraboutage s'éclatent toujours. Donc, le conseil familial qui doit éduquer les enfants. Parce que qu'est-ce qu'une mère peut faire? Je veux vous dire que votre consoeur là, c'est elle qui a créé cette mort qui lui arrive. Elle est responsable de sa mort. Responsable dans la mesure où elle a caché le premier crime quand son fils a tué sa propre mère. C'est inacceptable. Regardez un temps soit peu, si ce fils-là n'était pas son fils et que c'est une autre personne qui avait tué sa maman, il l'aurait dénoncé.
Mais ici, elle a pris sur elle de cacher le crime crapuleux sur sa propre mère, disant que non, je l'aime. C'est pas de l'amour, c'est de la destruction. Et cette destruction vient donc de parce qu'elle s'est séparée de son premier conjoint, elle a refait sa vie avec un autre homme, la cellule familiale. Vous voyez, dans toutes les reconstructions, c'est comme ça. Les enfants commencent à avoir un autre type de comportement, ne supportent pas le nouveau mari, ou bien le nouveau mari peut chercher également, parce qu'il est venu dans la solution que je vous ai définie, à tuer leur propre père. Bref, il y a cet échec aujourd'hui parce que Dieu n'agit plus au sein de la cellule familiale comme cela se devait. On va revenir à vous, révérend. Oui, j'ai pas chuté. Je voulais chuter rapidement, en disant que c'est pas d'abord le seul crime. Oui. Hier encore, votre confrère Lazare Zambo, le même crime, un autre crime de la même espèce s'est produit à Garoua, au quartier Pumpumré, où un jeune homme également a tué sa maman, toujours dans les mêmes conditions. Sa maman demandait la traçabilité de l'argent qu'elle avait donné pour un service ou bien une course. Le garçon a tué lâchement sa mère. Il est actuellement également aux arrêts. Donc quand vous commettez de tels actes dans une société, Garoua, Yaoundé, je ne sais pas quoi, Guidigis, on a un jeune homme a éclaté la tête de son père là-bas. Donc il y a beaucoup de crimes comme ça maintenant où les enfants ne respectent même plus leurs parents. D'accord. On reviendra justement, j'ai recensé ces quelques par ici depuis vendredi. On a parlé premièrement, vous l'avez déjà dit, à Garoua, donc d'un enfant de 17 ans qui tue sa mère à l'aide d'un parpaing pour un problème de 10 000 francs. On a également à Garoua un enfant de 17 ans qui tue son père à l'aide d'une hache après une discussion familiale. À Bafoussam, c'est un enfant d'une vingtaine d'années assassiné qui assassine son père pour les problèmes de nourriture. Et à Yaoundé, donc, le cas de cet enfant qui décide de terminer avec la vie de sa maman. Est-ce qu'on va dire que c'est l'échec familial lorsqu'on se retrouve avec ce genre de problème, Alden Gatio? Vous savez, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et lorsqu'on n'enseigne pas d'enfant, ça veut dire qu'on fabrique un monstre. Vous savez, dans la Bible, c'est le seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés, longtemps sur terre. C'est le seul commandement avec promesse. Et donc, quand je prends la parole, j'ai la chair de poule, parce que je ne comprends pas comment un être humain peut tuer son père. Au-delà, peut d'abord tuer un être humain, mais combien de fois son parent, ta génitrice, vous savez, ils sont possédés d'abord. C'est compliqué. Et donc, au-delà de... C'est vrai qu'on peut parler de l'échec familial, mais j'ai envie de parler de l'échec de la société, l'échec de valeur. Vous savez, moi je l'avais dit sur ce plateau, quand ton homme perd ses repères, c'est l'enfer. Et actuellement, la société a perdu ses repères. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'ériger un autre type de modèle. On est en train d'ériger beaucoup de choses et des jeunes veulent se reconnaître à ces modèles. Et on tend vers quoi? L'enfer. Le pasteur, quand il commençait, disait que l'apocalypse, nous sommes dans ça. Aujourd'hui, vous savez, l'éducation d'un enfant, c'est à plusieurs niveaux. On a d'abord le volet familial, c'est-à-dire qu'en interne. Maintenant, on a la société qui est un grand enseignant. Et quand en interne, d'abord, du fait des crises économiques que nous observons, les parents aujourd'hui ne sont plus en même, il faut qu'on se dise la vérité, les parents ont fui leurs responsabilités et abandonné aux enseignants. Parce que vous avez des parents qui sortent à 4 heures, reviennent à 22 heures, parce qu'ils cherchent de quoi nourrir leurs enfants. Et les enseignants qui ne sont pas... Et maintenant, vous avez des enseignants qui, du fait de l'abandon des priorités de l'État, se retrouvent à ne pas aller à l'école. Résultat, l'enfant se fait enseigner par la société. Et vous savez, quand l'enfant se fait enseigner par la société, dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es, s'applique. Et aujourd'hui, donc, on a des crimes. Est-ce que c'est un crime rituel? Une question. Parce qu'on ne comprend pas comment. J'ai eu, oui, qu'il est diplômé de l'ENAM. Comment peut-on sortir d'une école prestigieuse comme l'ENAM? Il est 6e de sa promotion à l'ENAM. D'une école prestigieuse comme l'ENAM, et on se retrouve en train de commettre ce type de forfaiture. C'est-à-dire que soit on est entré où il ne fallait pas entrer parce qu'on voulait être comme ceux dont on ne connaît pas comment leur fortune est arrivée. Parce qu'il y a des gens dont la fortune est traçable. On a des jeunes dont la fortune est traçable, mais on a des jeunes dont la fortune n'est pas traçable. C'est-à-dire que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une crise de valeur.
On a une véritable crise de Du valeurs. portrait qu'on fait du jeune homme, on parle également d'un jeune homme qui consomme beaucoup de la drogue. Et d'ailleurs, lorsque Camdis Télévision s'est rendu dans son quartier, les voisins faisaient justement ce témoignage du fait que le moment où il est, qu'on ne le comprend pas, c'est quand il a pris donc ces choses et qu'il se comporte bizarrement. Et d'aucuns ont même expliqué les bruits qu'ils ont entendus à 2 heures lorsque le forfait s'est donc déroulé dans sa chambre, il a donc transporté les restes de sa maman pour un autre lieu. Est-ce qu'on va dire que c'est une maladie mentale, que c'est l'effet de la drogue, ou alors c'est les crimes rituels, ou simplement, comme on dit, sectes et autres, certes pernicieuses? Bon, moi, prioritairement, avec l'observation, je vais prioriser le côté conséquence des stupéfiants. Moi, c'est ce que parce que... Mais il y a plusieurs qui consomment les stupéfiants, mais ne tuent pas leurs parents. Ouais, il y a plusieurs qui consomment les stupéfiants, mais la consommation des stupéfiants a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types de stupéfiants. Il y a plusieurs stupéfiants qu'on consomme, et il y a plusieurs niveaux. Vous voyez un peu. Si, par exemple, moi, je suis stable mentalement, et que je commence à consommer des stupéfiants pour un but précis, parce que je vais travailler, parce que je vais faire ceci, ça peut peut-être que mais les conséquences peuvent être autres. Mais si déjà il n'était pas d'abord stable mentalement, c'est-à-dire qu'il avait des petits problèmes mentaux et qu'il a consommé des stupéfiants, ça peut entraîner son mental à se détériorer davantage et à commettre des crimes tels qu'il est. Mais moi, ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est que quel que soit ce qu'il a pris, que ce soit les stupéfiants, que ce soit quoi, dès le premier crime qu'il a fait, il a commis, il aurait dû être arrêté. Vous savez, il y a un grand chercheur qui a dit que un mort qu'on abandonne est mort 2 fois. La maman de la grand-mère de ce monsieur, elle a été abandonnée lorsqu'elle est morte, donc elle est morte 2 fois. Et donc je pense que la deuxième fois, elle a emporté sa fille. Donc ce sont des analyses qu'on peut faire comme ça, vous voyez un peu. Donc ce gars ne devait plus être dehors de le premier crime. Tout à fait. Et lorsque vous aimez même votre enfant, et que vous avez même rendu compte qu'il a commis ça, mais que vous voulez l'aider, si c'est qu'il est même arrêté et qu'il est démontré qu'il est stable mentalement, il ne va pas aller en prison. On va le prendre, on va le mettre dans un centre pour pouvoir le soigner. Oui. Puisqu'il y a le centre Jameau qui est là, allez-y, on soigne les gens là-bas. Pourquoi avec tous les moyens? Moi, c'est mon quartier. C'est mon quartier, Damas. J'ai eu dit que cette dame, elle avait des moyens. Donc, oui, il y avait beaucoup de moyens. Puisque lui-même qui sort de l'ENAM, là, elle de dépasser que de sa maman. Donc, elle avait plus tous les moyens pour pouvoir agir, pour pouvoir le récupérer davantage, aller le mettre dans un centre d'intoxication et tout. Sauf qu'en Afrique, et c'est ça, c'est le problème de la société, c'est-à-dire qu'on néglige beaucoup plus les troubles mentaux des gens. On néglige. On pense toujours que non, ça va aller, ça va, on essaie de cacher, on essaie de faire. Non, non, non. C'est les conseillers maintenant. Si c'est que vous avez un enfant à la maison qui commence à aller en bourse, comme on dit souvent, il faut le prendre et commencer à d'accord. Surtout que les statistiques montrent que 72% de la population par là sont atteints des troubles mentaux, c'est des problèmes, maladies mentales, mais parfois on ne sait pas. Et c'est pourquoi je demande, est-ce que ce n'est peut-être pas une maladie? Parce que selon ce qui est raconté, que j'ai eu à écouter d'un autre confrère, c'était donc un jeune garçon qui avait des dispositions de violence. Parce que lorsqu'il avait 10 ans et que son beau-papa s'est rendu compte qu'il était très violent et qu'il agissait mal envers ses petits frères, donc issus de deuxième, il a proposé à la femme que c'est mieux d'envoyer ton fils chez son père, mais la femme a tout fait de dire que tu n'aimes pas mon fils et tellement de choses comme les femmes. Et il a donc serré les coudes et essayé de pousser l'enfant pour que l'enfant puisse avoir au moins le bac et puis elle puisse aller donc à l'ENAM et finalement remettre sur la table le volet qu'il fallait que on prenne une autre habitation à l'enfant, et finalement ce qui a été fait. Mais malheureusement, cette distance n'a pas empêché ce forfait. Est-ce qu'on va dire que c'est une maladie mentale qui a été négligée? Est-ce que c'est une secte dans laquelle ce garçon est entré qui fait en sorte qu'il se comporte ainsi, ou simplement c'est la consommation de stupéfiants? Martial Le Biona. C'est vrai que les analyses sont assez complexes et variées, mais la réalité qu'on vit au Cameroun aujourd'hui, c'est que les Camerounais souffrent. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. C'est une réalité. Les gens n'arrivent plus à avoir un mode de vie décent. Décent parce qu'on a libéré un certain nombre d'énergies négatives sur la place publique. Et cela embrase donc complètement la jeunesse. Oui, on peut évoquer la question des maladies mentales. Vous avez donné les statistiques tout à l'heure, 72%. C'est assez extrême, c'est grave. Maintenant, à côté de ça, dans quelle société est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes dans une société en pleine décrépitude. Je vous assure.
À la place de l'encadrement, on nous a soumis à beaucoup de pratiques. Les sectes, les sociétés occultes, la pédophilie, la prostitution. Il y a tellement de choses qu'on a laissées sur la place publique et qui aujourd'hui entraînent les jeunes petit à petit. Claudia, je vais vous dire la vérité, sur 10 jeunes que vous croisez dans la rue, ils sont 7 qui sont prêts à vous dire, si tu connais où on enregistre les gens à la secte, allons, tu nous montres. 2 sur 10 sont capables de rester et dire, j'attends mon tour, ça viendra avec l'aide de Dieu. Oui. Vous comprenez donc jusqu'à quel point c'est dangereux là dehors. Les jeunes aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour réussir. Observez ce qu'on nous offre sur les réseaux sociaux. Cette vie qu'on vante aux jeunes. On nous a développé ce qu'on appelle les influenceurs. Qui à longueur de journée nous diffusent des vidéos où ils donnent l'impression aux autres que tout va tellement bien, il y a beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, je vais revenir, le révérend est là, sur le principe divin qui dit, tu ne tueras point. Tout à fait. C'est un concept clé. C'est un commandement sur lequel il ne faut pas lésiner. Vous pensez que, quel que soit le type de différend que ce jeune a eu avec sa mère, ça nécessite de la tuer? Je vous assure, ma propre mère, il y a des moments, quand elle me parle, je me demande, mais je suis le fils de cette femme? Oui, parce que nos parents, parfois, ils utilisent des mots très durs pour exprimer parfois une colère, pour exprimer peut-être un acte qu'on a posé, peut-être qu'on n'a pas réalisé. Surtout quand on a encore la chance de la voir. Mais au-delà de toute chose, il faut se dire des vérités. Oui. Aujourd'hui, la société camerounaise vit sous le prisme de la secte, vit sous le prisme de l'homosexualité, parce qu'ils sont nombreux ces jeunes-là qui se font défoncer par derrière. Le révérend parlait de cela tout à l'heure. Et on connaît je ne vais pas entrer dans des petites anecdotes parce que, rassurez-vous, permettez-moi. Oui, sortez rapidement parce que... Aujourd'hui, avec des investigations que nous menons, nous savons exactement où est-ce que ces choses se déroulent. Oui. Je ne vais pas citer ces établissements-là, mais... Non, pas du tout. Nous savons aujourd'hui où est-ce que ça se fait. Et il faut que les autorités camerounaises agissent dans le sens de stopper cette saignée. Parce que leur silence, le fait de laisser la chose se prolonger, est un aveu de complicité. D'accord. Comment faire aujourd'hui, en 1 minute pour chacun, pour que nous puissions sortir, comment faire aujourd'hui pour rattraper cette jeunesse qui est en décrépitude, je vais le dire ainsi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. En 1 minute, c'est ce que nous pouvons rapidement dire. Il faut que l'homme sache qu'il y a un créateur à qui il rendra compte. Venons à ce jeune homme maintenant, lui, particulièrement, n'avait pas de problème d'argent. Parce que le mari de sa maman venait d'être victime d'un de ses coups. Il a pris 10 millions de francs à ce monsieur. C'est un de vos collègues journalistes qui m'a donné l'information tout de suite. Et il a appelé donc sa maman au téléphone pour lui dire, quelque temps après, qu'il avait besoin d'argent. Et sa maman rétorquait en disant que mais tu venais de prendre jusqu'à 10 millions de francs. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il sommait sa maman de venir à tout prix. Et comme les mamans, les fausses mères, j'appelle ça comme ça, aiment leurs fils même quand ils sont idiots, elle a encore mis 1 million de francs dans le sac. Elle partait remettre les 1 million. C'est alors à son fils, c'est alors là qu'il attrape donc. Et il assomme avec un coup de marteau. La maman s'est retrouvée au sol. Il a continué son crime, l'a entraîné dans les toilettes. Il a commencé à découper. Ça, c'est terrible. Ici, dans le cas pratique, c'était pas question d'argent, c'est question de possession. Il faut, parce que nous sommes quand même, il est possédé. C'est comme celui de Garoua, comme tous les autres. Il y a la possession démoniaque, il y a l'envoûtement, il y a ce qu'on appelle la liaison démoniaque. D'autres, vous voyez, les gens marcher soit avec des chaînes. On te dit, non, il est lié même spirituellement, on l'a enchaîné. Donc, il y a ces cas de prise en otage par les forces des ténèbres qui embrigadent les hommes et qui les contrôlent, il les gère. Lui, dans son cas, il est possédé à un niveau complet.
C'est une possession à l'échelle complète. Donc il faut d'abord effectivement mais il faut la volonté de la personne, parce que Jésus-Christ, il a trouvé quelqu'un qui était rempli de 1000 démons dans un cimetière, un gadarensien. Il lui a demandé quel est ton nom, et c'est le possédé qui lui répondait je m'appelle Légion. Oui, je m'appelle Légion. D'accord, ça veut dire qu'il faut véritablement voir ça sous le prisme spirituel. Oui, il y a d'abord ça. Non, il y a ça, c'est incontournable. Il est possédé à un niveau complet. Parce qu'il y a des degrés de possession. Là, c'est le niveau complet. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre votre avis. On va prendre votre avis, Alden Gatchou. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de comportement, surtout pour ressouder donc la cellule familiale aujourd'hui? Moi, je vais préconiser 3 solutions. La première des choses, les parents, la famille doit reprendre en main l'éducation des enfants, doit reprendre en main l'éducation des enfants. Il ne doit pas abandonner l'éducation à la société et aux enseignants. La deuxième des choses, l'État doit sévir. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Et on sait bien que le Cameroun ne reconnaît pas un type de pratique. Et on sait tous au Cameroun où on peut les trouver. Donc l'État doit frapper. Parce que quand l'État ne frappe pas, ça montre que tout peut aller en péril. D'accord. Voilà. Et on va prendre votre avis, puisque nous sommes en train de sortir. Qu'est-ce que la maman aurait dû faire donc face à son enfant qui se comportait comme ça depuis étant petit? Non, la maman aurait dû dénoncer. Elle a failli. Je suis dans lequel elle le dit. Elle est déjà morte. On ne critique pas le mort. Mais d'une part, ça c'est des leçons aux autres. Elle a failli. Maintenant, moi, ce que je veux dire pour sortir, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'État commence à mettre sur pied des structures d'encadrement mental et psychique des gens, parce qu'on est déjà arrivé à ce niveau. Quand on voit ça chez les Blancs, on pense que c'est parce qu'ils veulent faire parce que c'est le beau. Non, on est arrivé à ce niveau et il faut maintenant qu'on commence à développer ces structures-là, des intoxications et de prise en charge mentale et psychique. D'accord, on va écouter de vous. Il faut aussi la science qui doit aussi être à côté. D'accord, on va prendre vos points de vue. Oui, Claudia, moi je vais être très strict. On vit l'apocalypse et puis moi je crois qu'au nouveau déluge pourrait ramener les choses. D'accord. Dans tous les cas, Dieu a promis qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec le déluge. Mais on comprend quand même aujourd'hui, il y a ce numéro vers le 10-15 qui est mis à disposition. Si on peut causer avec un psychologue, lorsque vous vous rendez compte que votre enfant a des comportements déviants et autres, il est bien d'essayer cette approche. Ça va aider votre enfant et puis peut-être vous-même, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de santé mentale suite à tout ce qui nous entoure. Il faut penser à cela aussi. Merci pour vos brillantes idées. Malheureusement, le temps je voulais dire une toute dernière chose. Je suis content de la loi qui est appliquée en Ouganda sur les homosexuels. On m'a donné l'information en tant que coordonnateur missionnaire sans frontières. Ont une peine de mort pour les homosexuels. Vraiment, ça a rendu. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, fidèles téléspectateurs. Merci à vous d'avoir été présents sur ce plateau pour vos brillantes interventions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va dire merci également à toute l'équipe mobilisée, André Ouna, Rodrigue Abomo. On va parler également de l'ingé son et toutes ces personnes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez en compagnie des programmes de Kem10 Télévision. Bonsoir.